C'est vrai qu'on arrivait dans une situation un peu d'urgence. Pour maman, c'était un soulagement. Papa, c'était dur. Ça a été douloureux pour mon frère et moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. C'est un EHPAD de 85 résidents. Il y a 3 personnes la nuit, 2 personnes côté EHPAD, 1 personne côté unité protégée. Et on se dit, mais 2 ? Et en fait, c'est les quotas ARS. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'INESTI, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. Dans cet épisode, je reçois Anne, une amie qui a placé ses parents en EHPAD. Son papa atteint de la maladie d'Alzheimer et sa maman victime d'une maladie neurodégénérative ne pouvaient plus vivre seule malgré les aides à domicile. Anne nous explique comment avec son frère, elle a pris la décision de placer ses parents dans un établissement. Malgré l'investissement des soignants, la problématique des moyens alloués en EHPAD reste bien présente, impactant la qualité de prise en charge des résidents. Anne raconte comment elle a fait face à toute cette situation et comment elle a réussi à alerter le personnel des problématiques internes à l'établissement. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti. Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Sonotone. On va commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais. Bonjour Emeline, merci de me recevoir, c'est sympa. Je suis une jeune fille de 52 ans, mais je suis quand même une fille donc de 2 parents forcément qui ont... mon papa séjourne toujours en EHPAD, en unité protégée, unité Alzheimer, et ma maman a séjourné en EHPAD, pas unité protégée, en EHPAD simple, un EHPAD de 85 résidents. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce qu'ils ont intégré l'EHPAD, pourquoi et comment ça s'est passé ? Oui. Alors, ma maman a été diagnostiquée d'une maladie neurodégénérative qui s'appelle une paralysie supranucléaire. C'est une maladie apparentée à Charcot. Elle était assez jeune, elle avait 74 ans. Et mon papa, depuis quelques années, était déjà diagnostiqué Alzheimer, assez jeune aussi, 76 ans, mais il était déjà diagnostiqué depuis 5 ans. Aux alentours de 70 ans, il avait été diagnostiqué Alzheimer. Donc mes parents vivaient dans leur maison. Maman, ça devenait compliqué parce que qui dit Charcot dit les membres, les muscles qui s'atrophient. Donc forcément, elle tombait énormément. Et puis, elle se blessait beaucoup. Et papa avait Alzheimer, elle devait s'occuper de papa, qui se perdait un peu dans l'espace. Pour qui faire sa toilette, c'était quelque chose qu'il ne voulait plus faire. Donc elle bataillait. Enfin bon, c'était compliqué. Et à cette époque-là, ils n'avaient pas d'aide ? Alors si, c'est ce qu'on a mis en place avec mon frère, parce qu'on est quand même 2 à avoir géré entre guillemets ça. Donc on a mis en place avec mon frère et l'accord de maman, parce que papa lui refusait, on a mis en place des aides à domicile, donc avec les sociétés de services qui existent, et des infirmiers qui venaient matin et soir, donc matin pour inciter papa à la toilette, pour s'occuper de maman qui pouvait plus trop se mouvoir, et le soir revenaient pour mettre maman en pyjama, donner les médicaments. Donc aide à domicile pour principalement faire les repas et les courses et le ménage. Après, qui dit aide à domicile dit beaucoup de turnover, beaucoup d'absences de dernière minute, et là c'était plus gérable quoi. Quand moi on m'appelait en me disant ben non, aujourd'hui il va y avoir personne, ou alors une personne qui connaît pas du tout vos parents. Ça devenait compliqué en termes de sécurité, et pour maman qui était une personne très douce, très raisonnée aussi, c'était compliqué moralement pour elle d'avoir des personnes qui tournaient ou qui ne venaient pas. Ça faisait du tracas. Donc on a dû prendre une décision. La décision de l'EHPAD. Pour les 2. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on approche les EHPAD, il n'y a pas toujours de la place.
Et que c'est vrai qu'on arrivait dans une situation un peu d'urgence. Donc on voulait 2 places parce qu'il était hors de question pour nous de séparer mes parents. Et surtout, la priorité c'était quand même maman parce que là vraiment elle chutait trop, c'était très dangereux. Elle avait besoin de soins. Mais on ne pouvait pas laisser papa tout seul parce qu'avec Alzheimer, il n'aurait pas pu être tout seul. Donc effectivement, on cherchait 2 places et on a visité plusieurs EHPAD. On a choisi quand même l'EHPAD de leur village. Parce qu'on s'est dit, les voisins vont pouvoir... Enfin, il y aura de la visite, mon frère n'habite pas loin, moi je n'étais pas très loin non plus, ils ne seront pas dépaysés, ils resteront dans leur village. Et puis, la directrice nous a trouvé 2 places. 2 places. Mais qui dit 2 places dit 2 chambres. Donc ça déjà, pour un couple qui a vécu 50 ans ensemble, faire comprendre à mon papa qui n'était pas complètement encore comme il est aujourd'hui, qui avait encore une notion de certaines choses... du jour au lendemain, tu vas plus dormir avec ta femme, on te sépare la nuit. Ça a été c'était difficile. Et assez douloureux. Il n'y a pas de possibilité pour des couples, justement, d'avoir une chambre il y a effectivement, il y a des EHPAD qui ont quelques chambres couples. Donc, qui ne sont pas toujours disponibles. C'est des chambres, généralement, où il y a un petit salon et où il y a un lit double. Mais après, maman, elle demandait tellement de soins que c'était presque préférable, même si c'était douloureux pour papa. Pour maman, c'était un soulagement de dormir toute seule parce qu'elle avait quand même... elle avait sa maladie à gérer. Et puis, la nuit, il faut qu'elle appelle pour qu'on l'emmène aux toilettes. Et puis, il fallait qu'elle gère papa, quoi. Donc, je pense que c'était un soulagement aussi de se retrouver un peu seule. Donc, c'est pour papa que ça a été plus douloureux. Mais ça existe, hein, des chambres doubles. Ouais. Après, ils pouvaient passer la journée ensemble. Exactement. Sans avoir à passer ils passaient la journée ensemble. Ils passaient la journée ensemble. Donc, ils ont trouvé une place chacun dans une chambre. Exactement. Comment l'intégration, ça s'est passé? Donc, tu dis que la directrice vous a trouvé 2 places. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait en une semaine? Ça s'est fait en combien de temps? Alors c'était en 2018, ça s'est fait assez rapidement, à partir du moment où avec mon frère et ma mère, on a pris la décision de... Enfin c'est surtout maman qui a dit ok, on va en EHPAD. Voilà. C'était quand même un moment de décider. Papa, il n'était pas d'accord, mais il ne comprenait pas tout non plus. Mais effectivement, lui, il ne voulait pas quitter la maison. Mais bon, il ne voulait pas quitter sa femme surtout. Donc à partir du moment où maman a dit d'accord, parce que c'était trop épuisant la vie à la maison. Elle était épuisée. Ça a été assez rapide. Alors après, l'entrée en EHPAD... Est-ce que toi, tu avais toutes les informations dont tu avais besoin? Comme ça s'est fait, ce que je te disais là, comme ça s'est fait alors en urgence, oui, enfin en urgence, même si ça s'est fait sur 2-3 mois, c'est quand même de l'urgence. Et puis quand on ne connaît pas du tout le milieu de l'EHPAD, on ne s'est jamais intéressé, parce qu'on ne se disait pas qu'on en aurait besoin. On n'a pas forcément anticipé la pêche aux informations avec mon frère. Mais quand même, à l'entrée, on nous donne tout un questionnaire sur les goûts du résident, ce qu'il aime faire, son rythme de vie... ses habitudes, ses affinités, des choses auxquelles il faut faire attention. On l'a rempli scrupuleusement avec maman. Bon, et papa, on l'a rempli pour lui, parce qu'on savait ce qu'il aimait. On se demande encore pourquoi aujourd'hui on a rempli ça. Ça, c'est bon. Tu penses que là, dans cette EHPAD, ça fait partie du process, mais que c'est pas pris en compte quand... Alors, je sais pas si c'est que dans cette EHPAD, mais le fait est qu'ils ils sont tellement en flux tendu que déjà le temps de gérer avoir 2 aides-soignantes en unité protégée, qui s'occupent de faire manger les personnes, de les changer quand elles sont pas propres, de faire quelques activités, c'est déjà, on est content. Voilà. Après, bon, il y a quand même une volonté, je pense, il y a un petit peu de jardinage, mais on a dû secouer le cocotier très fort quand même. On a dû secouer le cocotier, Et tes parents l'ont vécu comment? Ça a été, comme je disais, ça a été un soulagement pour maman d'y aller, parce qu'elle était vraiment très fatiguée.
Papa, c'était dur. Mais comme c'est quelqu'un qui avait qui a plus trop maintenant avec sa maladie d'Alzheimer, mais qui avait un fort caractère, il a beaucoup pris sur lui. Ouais. Je pense que ça a été très douloureux pour les deux. Ça a été douloureux pour mon frère et moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, de se dire, voilà, ma mère, elle s'est jamais plainte, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, mais ça fendait le cœur quand même, parce que on les laisse dans un environnement pas hostile, mais qui est complètement étranger à leur vie, quoi. Donc, et puis au milieu de personnes âgées, malades, gémissantes, enfin c'est pas simple, c'est pas simple. Maman, elle a, je pense, quand même assez vite déchanté, parce qu'on a eu une mise au point assez rapide sur le fait que la nuit, si elle demandait à ce qu'on lui change sa couche parce qu'elle avait uriné, on lui disait non, on l'a déjà changé il y a 1 heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté. Donc on a eu plusieurs rendez-vous avec la directrice, avec la cadre santé, pour mettre les choses au point. Voilà, on a quand même mis... alors, maman, ils sont rentrés en août 2018. Maman est décédée 1 an et demi après. Papa est toujours à l'EHPAD, mais côté unité protégée, donc c'est fermé à clé. Une unité protégée, c'est fermé, avec un code. Il y a 14 résidents. C'est très sécurisé. C'est très sécurisé. Ils n'ont plus leur tête. Ils ne sont plus du tout autonomes dans rien. Moi, le conseil, c'est il faut être en permanence vigilant. Je dis toujours, je ne sais pas comment font les personnes âgées qui n'ont pas un tuteur, que ce soit un enfant, un frère, un neveu, une nièce. Pour veiller sur eux. Nous, on a fait preuve, on a vu les dysfonctionnements. On a alerté des dysfonctionnements, on a rencontré le directeur régional, on a écrit au directeur même du groupe. Et on a fait pression. On a fait pression en disant on dénoncera l'ARS si jamais ça ne s'améliore pas. Parce qu'il faut faire attention, sans parler de maltraitance. On tape pas papa, on n'a pas tapé maman, mais ne pas changer une couche alors qu'une personne s'est fait pipi dessus, ne pas nettoyer des ongles qui sont sales d'excréments. Tout ça, pour moi, pour nous, c'est de la maltraitance. C'est une forme de maltraitance. Est-ce que la cadre de santé, quand vous lui avez parlé, la directrice, elles ont été réceptives ? Alors, elles ont été réceptives, mais elles font avec les moyens du bord. Je pense que c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais c'est quand même, nous, ce qui nous scandalise avec mon frère, c'est ces groupes qui sont des groupes financiers, avant tout. C'est dur de dire ça parce que c'est des groupes de soins aussi, mais c'est des groupes financiers. Aujourd'hui, papa, il met 3 400 € par mois. Ouais. 3 400 € par mois, et on se bat pour qu'il y ait une petite activité, pour qu'il y ait... Les aides-soignantes sont sous tension, elles font ce qu'elles peuvent, et elles font bien, parce que c'est des métiers très très difficiles, très très difficiles, et physiquement, et moralement, où il faut être dans l'empathie. Donc tu penses que là, tu penses qu'ils mettent plus à profit la rentabilité que le soin à la personne. Ouais, le soin. Alors, je pense qu'ils ont pour objectif que le personnel soit bien. Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Après, la rentabilité, là où elle intervient, c'est que par exemple, là où est papa maintenant, où était maman avant, c'est un EHPAD de 85 résidents. Et il y a 2 personnes la nuit. Enfin, il y a 3 personnes la nuit. Ouais. 2 personnes côté EHPAD et 1 personne côté unité protégée. Et encore, ça n'a pas toujours été le cas. On s'est battu pour qu'il y ait une personne en permanence la nuit côté unité protégée. Parce qu'on a su que la nuit, de temps en temps, les résidents, ils déambulaient et ils étaient seuls dans l'unité protégée. Et ça, quand on se dit, mais 2 personnes côté EHPAD, pour 85 résidents. Ouais, alors 85, il y en a peut-être 14 de côté, donc c'est peut-être 70 résidents. 2 personnes. Nous, on allait de temps en temps voir maman le soir, on entendait des petites mémés qui disaient s'il vous plaît, aidez-moi, qui déambulaient à 11h du soir, à moitié à poil, dans le couloir. Enfin, et on se dit, mais 2, mais... Et en fait, c'est les quotas ARS. C'est-à-dire que ce que nous explique la directrice en toute bonne foi, elle dit oui, mais c'est les quotas de l'ARS, quoi. Donc, il y a forcément...
Qu'est-ce qui empêche de mettre 4 personnes ? Enfin, 4 personnes pour gérer 70 petits vieux. Bon, il y a peut-être la moitié qui se gère tout seul, mais il y a la moitié qui se gère pas tout seul ou qui ont des peurs nocturnes. Enfin, j'en sais rien, moi, hein, des changes. Donc, il y a quand même une source de profit. C'est des groupes privés, hein, ce sont des groupes privés. Donc, il y a quand même... Ouais. Mais il y a du soin. Il y a du soin, il y a de l'attention. Enfin, moi, je vois plein d'aides-soignantes qui sont très dévouées. Très dévouées. Et je pense que les directions sont coincées dans leurs possibilités. Et puis bien aujourd'hui, sûr. on nous dit trouver des personnes qualifiées. Qui veut être aide-soignante aujourd'hui au prix où on paye, hein. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, quoi. Toi, tu t'es sentie, en tant que proche, écoutée ? Oui, parce que dans ces EHPAD, il y a des psychologues aussi. Donc, plusieurs fois, la psychologue est venue aux réunions qu'on a sollicitées. C'est toujours mon frère et moi qui allons au devant, qui demandons régulièrement des réunions à la directrice, enfin à la direction, à la cadre santé. Oui, on s'est senti écouté, mais parce qu'on a tapé du poing aussi. Mmh. Après, oui, on se sent écouté parce que je pense quand même que ces personnes qui travaillent dans des EHPAD sont impliquées, savent aussi le ressenti des familles. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, quand on laisse ses parents malades, on les confie. Bon, oui, on est écouté. On est écouté. Toi, quand tes parents donc, ils ont intégré l'EHPAD, t'allais leur rendre visite régulièrement ? Ça Oui. te prenait beaucoup de temps, ça ? On y va, et on y va toujours tous les week-ends, sauf si vraiment on est en vacances l'été ou on y va tous les week-ends. On essaie de se relayer avec mon frère. Il y en a un qui va le samedi, qui va le dimanche. Okay. Ou des fois, là, maintenant avec papa, on essaie d'y aller aussi tous les deux parce que c'est pas toujours très gai, quoi. Donc, mais oui, on y va, toutes les semaines, ouais. On n'y reste pas non plus des heures et des heures, hein. Là, actuellement, papa, il est très fatigable, donc on y reste 1h30. Alors, ce qu'on a mis en place aussi, ça peut être une idée, mais ça dépend des moyens financiers. On a quasiment dès le début mis en place une auxiliaire de vie qui vient 1 heure par jour voir papa. Alors au début, on l'avait mis en place quand papa a basculé en unité protégée. Donc maman était côté EHPAD, papa était côté unité protégée. On a mis en place donc on a fait appel à une association qui a des auxiliaires de vie qui sont assez spécialisés sur Alzheimer, enfin formés sur la maladie d'Alzheimer. Et on avait dit, cette personne viendra pour faire le lien, pour emmener papa voir maman ou emmener maman voir papa côté unité protégée, pour qu'ils continuent à se voir. Et puis quand maman est décédée, on a gardé cette personne pour qu'elle vienne faire marcher papa, parce que sinon, en unité protégée, on est assis toute la journée, on déambule. Mais donc en plus des 3 400 € que vous payez pour que la retraite de papa paye, qui sont payés donc, pour l'EHPAD, vous embauchez une auxiliaire de vie pour qu'elle fasse le lien, donc elle faisait le lien avec ta maman et ton papa, et là maintenant elle le fait marcher, et ça c'est pas une demande que vous pouvez faire à l'EHPAD ? Ah non, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de prendre individuellement et puis collectivement. Non, c'est pas possible. Donc elle vient, elle sort. Alors maintenant, papa est très diminué, mais pendant longtemps, elle sortait papa dans le village. Ils allaient marcher. Nous, on voulait une activité. Papa, c'était un sportif, donc on voulait qu'il continue d'avoir une activité physique. Et puis, face à sa maladie où la tête part complètement, il reste les jambes, quoi. Hein, donc, tant qu'il y a de l'activité, il y a de la vie, quoi. Donc, et ton père, il avait besoin, il a toujours besoin d'une personne pour se déplacer. Une personne... Ah oui. Alors, il déambule. Il déambule. Ah oui, parce que quand il était... Maintenant, il est moins valide physiquement, mais quand il était valide physiquement, il se perdait. C'est-à-dire que c'est arrivé qu'il s'échappe de l'EHPAD et qu'on le cherche dans le village, hein. Donc, et puis il pouvait marcher loin. On l'a récupéré une fois assez loin, hein. C'est les gendarmes qui l'ont ramené. Donc ça, c'est quand même... alors, c'est une solution qui est bien parce qu'on est sûr que papa, tous les jours, il a une visite d'une personne qui lui porte beaucoup d'attention, qui est dédiée, qui est là pour lui. Et puis...
ça, c'est pas bien peut-être de le dire, mais moi, ça me rassure. Je me dis, il y a un œil tous les jours qui voit si papa est bien soigné, s'il a bien mangé, enfin, voilà. Bon, après, c'est déductible des impôts. Il y a 50% déductible des impôts, donc si c'est 1 heure par jour, c'est pas des sommes astronomiques. Ça peut être une solution. Après, ça peut être que 3 fois par semaine, hein, ça peut être même 2 fois par semaine, mais c'est... Mais vous, ça vous rassure? Ouais, et puis c'est une personne, la personne qui vient est extraordinaire. On a eu beaucoup de chance. Et vraiment, il y a un lien qui s'est créé avec papa. Elle est heureuse de venir voir papa. Papa est content quand elle arrive. Enfin, c'est... Et c'est vous qui l'avez recrutée? Enfin, vous l'avez choisie? Ou tu disais qu'elle vient d'une association, c'est ça? Oui, c'est l'association. Alors, c'est l'association qui est venue à la rencontre de papa et maman à l'époque, et puis qui a positionné cette jeune femme selon nos... Voilà, on a raconté un peu comment était papa, qu'il aimait bien marcher, que maman, c'était une personne très douce, enfin... Et qu'on voulait un lien. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas forcément, qu'on peut avoir accès à des auxiliaires de vie pour un projet éventuel d'accompagnement. Oui. Après, il y a des organismes, donc nous, il y a à peu près 2 ans, hein, quand on a vraiment tapé du poing et qu'on a... On a convoqué un petit peu les directions en disant bon, il y a plusieurs dysfonctionnements dans cette EHPAD. Ils ont mis en place, il y a des organismes qui interviennent, alors je ne sais pas si c'est bénévolement, qui interviennent dans les EHPAD pour faire de la gymnastique, des ateliers mémoire. En plus, il y a une animatrice. Il y a une animatrice aussi dans l'EHPAD. Bon, je pense qu'elle s'occupe plus de l'EHPAD que de l'unité protégée, parce que... L'unité protégée, c'est encore bien à part. Mais il y a quelques activités qui ont été mises en place. On le voit, quoi. Et puis là, je vois les aides-soignantes qui, maintenant, régulièrement, font faire des jeux de domino, de loto. Donc, ça bouge un peu. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Et est-ce que quand on arrive en EHPAD, il y a un projet de fin de vie? Alors, tu disais que tu avais rempli des documents sur les habitudes de vie de tes parents, mais est-ce que non, est-ce que ça existe? Alors, je me souviens plus. Je sais que maman, à la fin, il avait été mis en place l'hospitalisation à domicile, même au sein de l'EHPAD, parce que l'EHPAD était considéré comme son domicile. D'accord. Donc il y a la HAD qui venait pour lui prodiguer des soins parce qu'elle était sondée, elle pouvait plus déglutir, donc elle recevait sa nourriture directement par l'estomac, elle était sondée. Et quand vraiment ça n'a pas été bien, il n'y a pas eu de projet de fin de vie, mais on nous a fait signer une décharge sur la personne à appeler aussi, où maman a signé est-ce qu'elle voulait être réanimée en cas de pépin ou autre. Bon, voilà, mais ce n'est pas un projet de fin de vie. Hein. Ouais. Et après, papa, il a eu au tout début, et ça a été renouvelé une fois, une sorte de PAI, projet d'accueil individualisé, qu'il a fallu remettre en place parce que sa maladie évoluait vraiment. Mais il n'y a pas de projet de fin de vie. Hein. Il n'y a pas de projet de fin de vie. Enfin, non, on n'a pas de... C'est au jour le jour. Hein. C'est au jour le jour. Toi, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu améliorerais en priorité? Alors, je pense que la priorité, c'est avoir davantage de personnel. Parce que quand il n'y avait pas assez de personnel la nuit, qu'il y avait des manques, c'est-à-dire des périodes de la nuit où les personnes démentes ou Alzheimer déambulaient seules, pouvaient se mettre en danger, on nous a dit on installe des caméras pour surveiller. Mais les caméras, c'est pas une chaleur humaine, quoi. Je veux dire, quand la personne déambule et qu'elle est prise de panique, il faut quelqu'un pour la rassurer, il faut quelqu'un pour lui caresser la joue, pour lui donner un petit goûter, pour la calmer, quoi. Donc je pense que... La baguette magique, ce serait déployer donc plus de personnel, mais mieux rémunérer le personnel, considérer ces métiers. Mettre en place dans les unités alors je parle d'unités protégées, plus d'activités vraiment dédiées à Alzheimer. Alors, je sais pas, peut-être un petit salon avec des projections d'images, de films, qui les mettent dans une ambiance. Voilà, bon après moi je suis pas médecin, je suis pas neurologue, mais il y a peut-être des il y a des choses à faire, vraiment à Alzheimer. Je pense que les EHPAD là, enfin l'EHPAD aujourd'hui, bon, elle a des aides-soignantes qui sont sensibilisées
aux maladies d'Alzheimer, mais il n'y a pas un déploiement d'activités spécifiques Alzheimer. Mais c'est le personnel. Plus on a de personnel qui prend le temps d'écouter l'histoire, de caresser la main. C'est la chaleur humaine, hein. C'est l'homme, hein. De toute façon c'est l'humain. Hein. Si tu avais un conseil à donner à des familles qui vont intégrer leurs proches prochainement, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je leur dirais de visiter plusieurs EHPAD parce qu'on sent quand même, hein, on voit ce qui est fait, on sent l'ambiance, on voit si c'est décoré, s'il y a des photos, si c'est propre, si ça sent bon. Ça, c'est une chose qui est importante. Hein. Quand on rentre dans un EHPAD et que ça sent fort l'urine ou que ça colle par terre, c'est bête à dire, hein, mais c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc déjà... ça t'est arrivé, ça ? Ça m'est arrivé. C'est quelqu'un qui me l'avait dit en choisissant l'EHPAD. Et ouais, ça m'est peut-être arrivé de visiter des EHPAD et de dire ça sent fort l'urine là quand même. Donc il faut faire attention à ce que ce soit propre, que le personnel qu'on croise sourit, dit bonjour, nomme aussi les résidents qu'il croise. Bonjour monsieur machin, ou bonjour Claude, ou bonjour Robert, ou bonjour Francis. Voir s'il y a donc de la vie au niveau animation, demander les animations qu'il y a, demander le quota personnel résident, voir s'il y a quand même du personnel suffisant pour le nombre de résidents. Ça, c'est une question qui est souvent posée. Ouais. Nous, on était attachés aussi à ce qu'il y ait un parc. Parce qu'il y a des EHPAD qui sont en centre-ville où effectivement c'est plus compliqué de se promener. Là, on voulait qu'il y ait un parc pour que papa et maman puissent sortir sous les arbres, prendre l'air, se balader en toute sécurité, marcher. Donc ça, c'est important. Parc ou pas parc, est-ce que la personne est en chaise roulante ou pas ? Si elle est en chaise roulante, il faut juste un petit coin de verdure, se mettre sous un arbre, c'est agréable. Mais si la personne marche encore, c'est bien qu'il y ait un parc clos. Voilà, après, le conseil qu'on donne toujours, c'est de ne pas culpabiliser, mais de toute façon, on culpabilise, parce qu'on aime nos parents. Hein, mais voilà. Après, tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour eux. Oui, est-ce que mieux serait pas été de mettre les soins chez moi, de prévoir un espace avec des soins H24 à la maison Je pense que ma mère, elle aurait préféré être à la maison avec ses petits-enfants qu'en EHPAD. Mais ça, c'est un projet familial, c'est un choix de vie, un changement de vie. Enfin, oui, pour tout le monde, oui. Ça se discute, quoi. Et puis après, il faut aussi veiller... Enfin, là aussi, le conseil ou pas, hein, c'est qu'il y a des EHPAD associatifs qui sont beaucoup moins chers que les EHPAD privés. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, il y a plus d'EHPAD privés. Mais moi, j'ai l'exemple du grand-père de mon mari qui est en EHPAD associatif et donc il paye pas 2 fois moins cher, mais quasiment, hein, pour une prestation équivalente, voire des fois mieux, parce que comme c'est associatif, c'est associatif ou municipal, je ne suis pas très experte, mais c'est des personnes de la mairie, donc qui sont du coin, qui sont impliquées, qui travaillent là depuis 20 ans, enfin... Et avec tout ce qui s'est passé, je me demande pourquoi vous n'avez pas décidé de changer tes parents d'établissement. Alors, on s'est posé la question. Au décès de maman, on s'est posé la question quand il y avait vraiment des dysfonctionnements en unité protégée. On a visité plusieurs EHPAD, mais plusieurs unités protégées. On s'est vraiment posé la question. Et puis, on s'est dit... il y avait quand même des aides-soignantes qui étaient... et qui sont toujours très bien, qui connaissent papa. Parce qu'il faut appréhender la personne qui a Alzheimer, il faut connaître son caractère. Et puis, dans quelle mesure, on se posait la question, dans quelle mesure papa ne va pas être troublé d'un changement. On n'arrive pas à savoir avec Alzheimer, quand Alzheimer est très avancé, comme il n'y a plus de communication, parce que papa, il ne parle plus ou il dit des mots, c'est incompréhensible. On ne sait pas s'il a ses repères. Et changer d'environnement, changer de, donc ça peut être brutal, de lieu, de personne. Il y aurait moins de bénéfices finalement à le changer qu'à le garder. Et puis, on n'a pas trouvé, malgré nos visites de 4-5 EHPAD, on n'a pas trouvé l'unité protégée qui, nous a vraiment mis des étoiles dans les yeux. Alors, on sait qu'il y a un village Alzheimer dans les Landes, là, un grand village Alzheimer, mais papa, il a un Alzheimer tellement avancé maintenant.
il est plus du tout autonome. Et puis on regrette pas parce que maintenant qu'on a mis les choses au point quand même, ça a avancé. Enfin, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des belles aides-soignantes, il y a des belles personnes qui sont très dévouées. L'unité protégée a un petit jardin aussi. C'est assez cocon, une unité protégée par rapport à l'EHPAD, parce que comme c'est peu de résidences, c'est plus cocon. Les aides-soignantes connaissent bien leurs patients, c'est les mêmes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup de rien et puis, pour ce partage, c'était très intéressant. Avec plaisir. Puis bon courage à toutes les familles qui vont devoir affronter ça. Il faut toujours dire, moi je dis toujours, je montre des fois des photos de papa jeune, on a mis des photos de papa et maman jeunes dans les chambres, il faut toujours dire, n'oubliez pas les personnes que ça a été, même si vous ne les avez pas connues, n'oubliez pas les personnes que ça a été, parce que ça a été des personnes valides, actives, voilà. Et puis... Faut les respecter, quoi. On passera peut-être tous par là, enfin, j'espère pas, mais il faut toujours qu'il y ait du respect, quoi. Toujours, quoi. On finit sur une belle note. Merci Anne. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de l'INESTI, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.